Les néons du magasin de proximité bourdonnaient au-dessus de ma tête comme des insectes piégés, plongeant tout dans une lueur jaune maladive qui donnait à mon reflet dans la porte vitrée un aspect fantomatique. J'ai appuyé ma paume contre la surface froide, me stabilisant alors qu'une nouvelle vague de vertige m'envahissait. 3 doubles gardes cette semaine et mon corps commençait à se rebeller. Ça va, Emma? La voix de Madame Chen coupa le bourdonnement, son inquiétude sincère malgré l'heure tardive. Ça va, mentis-je, forçant un sourire qui ressemblait à du verre brisé. J'ai juste besoin d'air. Le vent de novembre me frappa le visage dès que je mis le pied dehors, apportant avec lui l'odeur de l'asphalte trempé par la pluie et quelque chose d'autre. Une eau de Cologne coûteuse, du cuir et du danger. J'avais appris à reconnaître cette odeur au cours du mois dernier. J'avais appris à l'associer au poids de l'or à mon doigt et à la cage que j'appelais désormais ma vie. Mon pouce se posa automatiquement sur la bague, la tournant nerveusement. Oh, chien externe de brune. 3 carats d'argent sale qui scintillaient même sous la faible lumière des réverbères. Une entrave déguisée en promesse. Un SUV noir était garé au bord du trottoir. Ses vitres étaient si teintées qu'elles semblaient absorber la lumière. Mon estomac se noua. Il avait encore envoyé quelqu'un pour me surveiller. Toujours à l'affût, toujours en attente, comme un prédateur observant une proie qu'il a déjà capturée, mais refuse de dévorer. Je passai devant le véhicule, mes baskets usées silencieuses sur le trottoir mouillé, et me dirigeai vers l'arrêt de bus. L'indépendance, c'est ce que je me disais. Ces promenades nocturnes représentaient l'illusion que j'avais encore le choix, que le contrat que j'avais signé ne m'avait pas privé de toute autonomie. L'abribus empestait l'urine et le désespoir, un parfum auquel je m'étais habitué au cours de mes 23 années passées à survivre plutôt qu'à vivre. Je m'assis sur le banc métallique froid, serrant davantage ma veste usée. Des vêtements de créateur étaient suspendus dans le placard du penthouse. De la soie, du cachemire, des choses qui coûtaient plus cher que les frais médicaux de ma mère, mais je ne pouvais me résoudre à les porter. Ils me donnaient l'impression d'être des costumes pour un rôle auquel je n'avais jamais auditionné. Mon téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu, même si je savais exactement de qui il s'agissait. Il n'enregistrait jamais ses contacts, ne laissait jamais de traces. Tu travailles trop. Mes doigts tremblaient tandis que je tapais ma réponse. C'était le marché. Je gardais mon travail. 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Le jeu de pouvoir de quelqu'un qui contrôlait quand et comment nous communiquions. Le marché était le mariage. Tu es ma femme maintenant, agis comme telle. Femme. Ce mot avait un goût de cuivre dans ma bouche, comme si je mordais dans du papier d'aluminium. Nous étions mariés depuis exactement 4 semaines, et il ne m'avait jamais touché. Pas une seule fois. La cérémonie avait été clinique, dans le bureau d'un juge, avec 2 témoins que je n'avais jamais vus auparavant, et des vœux qui ne signifiaient rien pour nous deux. Je ne peux pas avoir d'enfant, m'avait-il dit le premier soir, d'une voix neutre, sans émotion, comme s'il annonçait la météo. Les médecins avaient été très clairs. Alors, si tu rêves de me piéger avec une grossesse, oublie ça. J'avais ri alors, d'un rire si aigu qu'il aurait pu couper. Tu crois que c'est ce que je veux? Un bébé avec un homme qui m'a acheté comme un bien. Quelque chose avait vacillé dans ses yeux sombres. De la surprise peut-être, ou du respect, mais cela avait disparu aussi vite que cela était apparu, remplacé par ce masque impénétrable qu'il portait comme une armure. La porte du SUV s'ouvrit. Marco est sorti. Ses 1,90 de muscles italiens étaient moulés dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Sa main reposait nonchalamment sur sa hanche, là où je savais qu'il gardait son arme. Madame Salvatore, a-t-il dit. Son accent transformait mon nouveau nom en quelque chose d'étranger. Le patron veut que vous rentriez chez vous. Je travaille jusqu'à 18 heures. Plus, maintenant. Le sourire de Marco n'atteignait pas ses yeux. Il a appelé Madame Chen. Une généreuse indemnité de départ. Très généreuse. Une chaleur envahit ma poitrine. Une fureur si intense que je pouvais la goûter. Il n'avait pas le droit. Il en a tout à fait le droit. Vous êtes sa femme. Marco ouvrit la porte arrière et attendit. Ne rendez pas les choses difficiles, s'il vous plaît. Je voulais m'enfuir. Mon Dieu, comme j'avais envie de courir dans l'obscurité sans jamais me retourner.
Mais le contrat était rangé dans un coffre-fort quelque part. Des pages et des pages de jargon juridique qui se résumaient à une simple vérité. La vie de ma mère contre ma liberté. Le cancer de stade 4 se moquait bien de ma fierté, et le traitement expérimental en Suisse coûtait plus cher que ce que je gagnerais en dévie. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai marché vers le SUV comme un prisonnier s'approchant de la potence. L'intérieur sentait comme lui la bergamote et le cèdre, mélangés à quelque chose de plus sombre, de plus primitif. Je n'avais jamais pris place dans son véhicule personnel auparavant. Il envoyait toujours des chauffeurs, gardait ses distances, entretenait l'illusion qu'il s'agissait d'un accord commercial plutôt que d'une relation de propriété. Mais ce soir-là, alors que Marco s'engageait dans la circulation, j'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé auparavant. Une veste était posée sur le siège à côté de moi, encore chaude de son corps. Une tasse de café vide était dans le porte-gobelet, sans trace de rouge à lèvres. Il le prenait noir, sans sucre, comme tout le reste dans sa vie. Et là, sur le sol, une seule carte à jouer, le roi de pique. Mes doigts me démangeaient de la ramasser, mais je n'osais pas. Tout dans l'univers de Dante Salvatore avait un sens, et je ne maîtrisais pas suffisamment son langage pour comprendre ce que cette carte représentait. Le penthouse se dressait devant nous, tout en verre et en acier, s'élançant vers le ciel comme un doigt d'honneur aux lois de la physique et au bon goût. Au dernier étage, bien sûr. Don Salvatore ne faisait jamais les choses à moitié. Marco m'a escorté à travers le hall où le concierge de nuit nous a salués avec le genre de déférence réservée à la royauté ou aux gangsters. Le trajet en ascenseur fut silencieux. La tension était si palpable qu'elle en était suffocante. Je comptais les étages, regardais les chiffres monter et me demandais, comme souvent, si je survivrais intact à ce mariage. Les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse. Pas de couloir, aucune chance de s'échapper, juste un accès direct au ventre de la bête. Il se tenait près des baies vitrées, se découpant sur les lumières de la ville, comme un ange noir surveillant son royaume. Il avait retiré sa veste de costume, les manches retroussées, révélant des avant-bras musclés et marqués de cicatrices que j'avais aperçues, mais sur lesquelles je n'avais jamais posé de questions. Un verre contenant un liquide ambré pendait entre ses doigts, captant la lumière. Laissez-nous, dit-il sans se retourner. Marco disparut avec l'efficacité de quelqu'un qui savait qu'il valait mieux ne pas s'attarder. Le silence s'étira, tendu comme un fil, prêt à se rompre. Je comptais les battements de mon cœur, 1, 2, 3, 3, attendant qu'il parle pour expliquer pourquoi il m'avait arraché le seul élément de normalité que j'avais réussi à conserver. Tu avais l'air pâle sur les images de vidéosurveillance, finit par dire Dante d'une voix basse, contrôlée. Tu as l'air chancelante. Je vais bien, tu es épuisé. Il se retourna alors, et toute la force de son attention me frappa comme un coup physique. Des yeux sombres qui ne manquaient rien. Un visage trop beau pour appartenir à quelqu'un d'aussi dangereux. Et une bouche qui ne m'avait jamais souri. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? La question m'a surprise. Je ne mange pas. Ce matin, peut-être. Peut-être. Il a répété le mot comme s'il l'offensait. Marco. La porte s'est ouverte immédiatement. Marco attendait, bien sûr. Demande au chef de préparer quelque chose de léger. Une soupe, du pain, rien de lourd. Le regard de Dante ne quittait pas mon visage. Et appelle le docteur Russo. Dites-lui de passer demain matin. Ce n'est pas nécessaire, protestai-je, mais ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Ce n'était pas une demande, Emma. La façon dont il prononça mon nom, avec possession, avec certitude, me donna la chair de poule. Vous êtes sous ma responsabilité maintenant. Je m'occupe de ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, pas qui, quoi. Je n'ai pas besoin d'un médecin, insistai-je en croisant les bras. J'ai besoin que tu arrêtes de contrôler chaque aspect de ma vie. Quelque chose de dangereux a traversé son visage, si rapide que j'aurais pu l'imaginer. Il a franchi la distance qui nous séparait en 3 enjambées, se déplaçant avec la grâce prédatrice d'un homme habitué à la violence. De si près, je pouvais sentir l'odeur du whisky dans son haleine, voir l'ombre de sa barbe naissante le long de sa mâchoire, compter les reflets dorés dans ses yeux sombres. À cette distance, je pouvais presque croire les rumeurs selon lesquelles il avait tué son premier homme à 16 ans, qu'il avait bâti son empire sur le sang et la trahison, qu'il n'avait jamais perdu un combat ou une négociation. Ta vie m'appartient, dit-il doucement. Chaque mot était précis comme l'incision d'un chirurgien.
Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque minute de chaque jour, tel était l'accord. Ta mère vit et tu deviens mienne. Ou l'as-tu oublié? Des larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je n'ai pas oublié. Comment le pourrais-je alors que tu me le rappelles à chaque occasion? Sa mâchoire se crispa et pendant un instant, je crus être allé trop loin. Mais au lieu de colère, quelque chose d'autre traversa son visage. Quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Mange, m'ordonna-t-il en reculant. Puis dors. Tu as une mine affreuse. Romantique, murmurai-je, mais je me dirigeai vers la salle à manger où Marco était déjà en train de disposer des bols remplis d'un plat qui sentait divinement bon, malgré mon estomac qui se retournait. Dante retourna à sa fenêtre, à son whisky, à son empire d'ombre et de secrets. Je m'assis seul à la massive table en marbre, malgré la compagnie, et m'efforçai d'avaler des cuillerées de soupe dont je ne sentais pas le goût. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS, cette fois de l'infirmière de ma mère. Le traitement se passe bien. Le médecin dit qu'elle réagit mieux que prévu. Tu es une faiseuse de miracles, Emma. Pas une faiseuse de miracles, juste une femme qui s'était vendue pour sauver la seule personne qu'il avait jamais aimée inconditionnellement. Je jetai un coup d'œil à Dante, qui montait toujours la garde sur la ville comme une sentinelle sombre. Dormait-il jamais? A-t-il déjà baissé sa garde et laissé transparaître ses sentiments? Pourquoi m'as-tu épousé? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Il ne se retourna pas. Tu sais pourquoi? Le contrat était très clair. Non, je veux dire, j'avais du mal à exprimer la confusion qui m'habitait depuis la cérémonie. Tu es Dante Salvatore. Tu pourrais avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des femmes qui veulent vraiment être ici. Pourquoi moi? Pourquoi une étudiante fauchée qui a abandonné ses études et qui travaille 2 fois plus dans un magasin de proximité? Le silence qui a suivi semblait vivant, respirant de possibilités et de dangers. Quand il a enfin parlé, sa voix avait un poids que je ne comprenais pas. Parce que tu es la seule à m'avoir regardé avec autant de peur que de défi. Parce que tu ne voulais pas de ça. Tu ne me voulais pas, et cette honnêteté est plus rare que tu ne le penses. Il a fait une pause, bu une longue gorgée. Et parce que tu me rappelles que certaines choses ne s'achètent pas, peu importe combien d'argent j'ai. Ma gorge se serra. Alors pourquoi m'acheter? Parce que je suis un salaud égoïste qui prend ce qu'il veut, même quand il sait qu'il ne devrait pas. Il se retourna alors et la faim brute dans ses yeux me donna des frissons dans le dos. Finis ton repas. Tu vas avoir besoin de force. Pourquoi faire? Son sourire était dur, sans chaleur, pour survivre à moi. Le bol de soupe m'échappa des mains et heurta bruyamment la table en marbre, tandis que la pièce basculait sur le côté. Le visage de Dante apparut dans mon champ de vision, l'inquiétude remplaçant le calcul, sa bouche formant mon nom. Mais le son arriva avec un retard déformé. Puis l'obscurité engloutit tout. Et ma dernière pensée consciente fut que cette chute ressemblait étrangement à un vol. Je me réveillais dans des draps en coton égyptien qui coûtaient plus cher que ma caution, et l'odeur du bois de santal s'accrochait à l'oreiller à côté de moi. Un oreiller qui portait l'empreinte de la tête de quelqu'un, mais qui était maintenant froide au toucher. Dante avait dormi à côté de moi. Cette prise de conscience fit monter l'adrénaline dans mes veines. Je me suis assise trop rapidement et la pièce a tourné lentement avant de se stabiliser. La lumière du soleil pénétrait par les baies vitrées, peignant toutes dans des tons dorés qui semblaient obscènes vu les circonstances. J'étais encore entièrement habillé jusqu'à mes baskets. Une petite consolation, même si je ne pouvais me défaire de la vulnérabilité que je ressentais en sachant qu'il m'avait porté jusqu'ici, m'avait couché dans son lit et m'avait regardé dormir. Cette pensée me donnait des frissons. Un verre d'eau était posé sur la table de chevet, couvert de condensation, à côté de 2 pilules blanches et d'une note écrite d'une écriture agressive. Prends ça. Le médecin arrive à 9 heures, n'essayait même pas de t'enfuir. Je vérifiais mon téléphone. 8h47. Les pilules avaient un goût amer, que je fis passer avec de l'eau qui avait un léger goût de citron. Mon estomac était toujours agité. Une nausée qui n'avait rien à voir avec les repas sautés et tout à voir avec la cage qui se resserrait autour de moi chaque jour qui passait. La chambre était obscènement grande, décorée dans des tons noirs et gris, avec quelques touches de rouge profonde qui me rappelaient du sang séché. Tout respirait la puissance masculine.
Des peintures abstraites qui devaient coûter des centaines de milliers de dollars à la bibliothèque, remplies d'éditions originales et de manuels tactiques, aucune photo, aucune touche personnelle, rien qui ne révélait l'homme qui dormait ici. À l'exception d'une chose. Sur la commode, à moitié cachée derrière une collection de montres qui aurait pu financer un petit pays, se trouvait un chapelet. Les perles étaient usées, le crucifix terni par le temps et l'usage. Il semblait incroyablement déplacé dans ce temple de la violence et de la richesse, une relique d'une autre vie, ou peut-être d'une autre version de Dante Salvatore. Je l'ai attrapé avant de pouvoir m'en empêcher, passant mon pouce sur les perles. Elles étaient chaudes, comme si quelqu'un les avait récemment tenues. D'ailes de ma mère. Je me suis retourné, le cœur battant à tout rompre. Dante était appuyé contre le cadre de la porte, vêtu d'un pantalon gris anthracite et d'une chemise blanche déboutonnée au col. Ses cheveux étaient humides après la douche, et sans sa veste de costume, il semblait plus jeune, presque humain. Presque. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je posais le chapelet avec précaution, comme s'il risquait d'exploser. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Il s'éloigna du cadre et traversa la pièce jusqu'à la commode, ramassant le chapelet avec une douceur qui semblait étrangère à un homme bâti pour la brutalité. Elle me disait de prier tous les jours pour que Dieu me protège si je gardais la foi. Son rire était amer, assez tranchant pour faire couler le sang. Elle avait tort à ce sujet. Je ne savais pas quoi dire. La sympathie me semblait insultante. Le silence me semblait cruel. Alors, je me suis contenté de la vérité. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Il disait qu'il ne pouvait pas assumer cette responsabilité. Je priais pour qu'il revienne, qu'il réalise qu'il avait fait une erreur. J'ai croisé le regard de Dante. Il n'est jamais revenu. Quelque chose a changé dans l'atmosphère entre nous. Une reconnaissance de blessures communes que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé, en rangeant le chapelet dans sa poche, comme si je m'étais évanoui devant un baron du crime et que je m'étais réveillé dans son lit. Sa bouche a tremblé. Ce n'est pas tout à fait un sourire, mais ça s'en rapproche suffisamment pour me surprendre. Techniquement, tu es marié au seigneur du crime. Cela change considérablement la donne. Vraiment, je l'ai défié, car de mon point de vue, cela ne change rien. Le quasi-sourire a disparu. Le docteur Rousseau sera bientôt là. Il est discret, minutieux et sait qu'il ne faut pas discuter de ses patients avec qui que ce soit, y compris moi, sauf en cas de danger de mort. Et si je refuse de le voir, l'expression de Dante se durcit jusqu'à devenir sculptée dans le marbre. Alors je demanderai à Marco de vous maintenir pendant qu'il vous examine. À vous de choisir, Emma. Facile ou difficile? La rage m'envahit la poitrine. Vous êtes incroyable. Je suis inquiet. Il s'approcha et je détestais la façon dont mon corps réagit. Mes muscles se raidirent, mon souffle se coupa, chaque terminaison nerveuse prit soudain conscience de sa proximité. Tu ne manges pas correctement. Tu te travailles jusqu'à l'épuisement. Tu t'es évanoui dans mes bras hier soir et je pouvais sentir chacune de tes côtes quand je t'ai porté jusqu'à ton lit. Sa main se leva, planant près de mon visage mais sans le toucher. Alors oui, tu vas voir le médecin et oui, tu feras exactement ce qu'il te dira. Parce que je suis ta propriété, crachai-je, parce que tu es ma femme. La façon dont il l'a dit, avec conviction, avec possession, a fait naître quelque chose de dangereux dans le bas de mon ventre, et je protège ce qui m'appartient. L'interphone a sonné, brisant le moment. Le docteur Rousseau est là, monsieur. La voix de Marco a grésillé dans le haut-parleur. La main de Dante est tombée. « Comporte-toi bien », m'a-t-il averti, puis il m'a laissé seul avec mes pensées tourbillonnantes et le fantôme de sa chaleur qui flottait encore dans l'air. Le docteur Rousseau était exactement comme je l'imaginais. La cinquantaine bien avancée, impeccablement vêtue, avec des yeux bienveillants qui avaient trop vu et posaient trop peu de questions. Il installa son matériel dans la chambre avec une efficacité rodée, tandis que Marco montait la garde à la porte comme une statue particulièrement bien armée. « Madame Salvatore », me salua le docteur Rousseau avec un léger accent italien. « Votre mari m'a dit que vous ne vous sentiez pas bien. » Ce titre me semblait encore étranger, comme si je portais la peau de quelqu'un d'autre. Je me suis évanoui. Ce n'était rien, juste de l'épuisement. Monsieur, il a sorti un tensiomètre. Vérifions cela, d'accord? L'examen était minutieux mais professionnel. Tension artérielle, température,
rythme cardiaque. Il m'a posé des questions sur mes antécédents médicaux, mon alimentation, mes habitudes de sommeil. J'ai répondu machinalement, l'esprit ailleurs. Quand avez-vous eu vos dernières règles? A demandé le docteur Rousseau en sortant des tubes pour la prise de sang. J'ai cligné des yeux. Je... Quoi? Vos dernières règles, Madame Salvatore? Quand ont-elles commencé? Mon esprit s'est vidé. Quand était-ce? J'avais été tellement absorbé par le mariage, le contrat, l'adaptation à cette nouvelle vie que je n'avais pas prêté attention à quelque chose d'aussi routinier. Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être il y a 6 semaines, 7. L'expression du docteur Rousseau est restée neutre, mais quelque chose dans sa posture a changé. Je vois. Et vous êtes sexuellement active. Une vague de chaleur m'a envahi le visage. Non, nous ne l'avons pas fait. Nous ne le faisons pas. Mon Dieu, pourquoi était-ce si humiliant? Le mariage n'est pas consommé, je comprends. Il a préparé l'aiguille pour le prélèvement sanguin d'une main ferme. Néanmoins, compte tenu de vos symptômes, fatigue, nausées, évanouissement, absence de règles, j'aimerais effectuer un bilan complet. C'est la procédure standard. L'aiguille s'est glissée dans ma veine sans presque me piquer. J'ai regardé mon sang remplir flacon après flacon, d'un rouge profond et quelque peu accusateur. Je ne suis pas enceinte, ai-je dit fermement. C'est impossible. Rien n'est impossible, Madame Salvatore. Mais nous en aurons bientôt le cœur net. Le docteur Rousseau a étiqueté les flacons avec un soin méticuleux. En attendant, je veux que vous vous reposiez, que vous mangiez régulièrement et que vous preniez ça. Il m'a tendu un flacon de vitamine prénatale. J'ai fixé l'étiquette. Vous ne m'écoutez pas. Je ne peux pas être enceinte. Nous n'avons jamais envisagé cela comme une mesure préventive. Son sourire était doux, mais ferme. Votre taux de fer est probablement bas, et ces vitamines vous aideront quoi qu'il en soit. J'aurai les résultats demain matin. D'ici là, prenez soin de vous. Il a rangé son matériel et m'a laissé assise sur le lit, tenant un flacon de vitamines pour un bébé qui ne pouvait pas exister. 1 heure plus tard, Dante m'a trouvé sur la terrasse, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas comme un organisme vivant. Le vent transportait l'odeur de la pluie et des gaz d'échappement, un parfum de normalité qui semblait moqueur. « Qu'est-ce que le médecin a dit? » m'a-t-il demandé en s'appuyant contre la balustrade à côté de moi, mais en gardant une distance prudente, car j'ai besoin de repos et de repas réguliers. J'ai gardé les yeux fixés sur l'horizon. Rien de grave. Emma. Ce simple mot contenait un ordre que je ne pouvais ignorer. Je me suis tourné vers lui, ce magnifique monstre auquel je m'étais lié. Il pense que je suis peut-être enceinte. Ces mots me semblaient absurdes, ce qui est évidemment impossible puisque nous ne nous sommes jamais touchés, mais il fait quand même des tests, par mesure de précaution. Je m'attendais à ce qu'il rejette cette idée, voire qu'il s'agace de l'incompétence du médecin. Au lieu de cela, Dante resta parfaitement immobile, comme le font les prédateurs avant de frapper. « Enceinte !» répéta-t-il d'une voix soigneusement neutre. « C'est ridicule. »« Je sais. Tu m'as toi-même dit que tu étais stérile. Et même si tu ne l'étais pas, nous ne l'avons pas fait. J'ai fait un geste vague entre nous. Il est donc clair qu'il s'agit d'autre chose. Le stress peut-être. Ou bien as-tu été avec quelqu'un d'autre? La question m'a frappé comme une gifle. Excuse-moi. Avant le mariage. Après. À tout moment. Ses yeux sombres m'ont cloué sur place. As-tu été avec un autre homme? La fureur a éclaté, blanche, brûlante et dévorante. Comment oses-tu? Tu m'as acheté, tu m'as forcé à me marier avec toi. Et maintenant tu m'accuses de quoi exactement? D'avoir trompé un mari qui ne me regarde même pas. Je te regarde. Sa voix est devenue dangereuse, intime. Je te regarde constamment, Emma. Chaque fois que tu es dans mon champ de vision, je ne peux pas détourner les yeux. Cette confession m'a laissé sans voix. Mais j'ai besoin de savoir, a-t-il poursuivi en s'approchant, s'il y a une possibilité, la moindre possibilité, que tu portes l'enfant d'un autre homme, je dois le savoir maintenant. Il n'y a personne d'autre. Cet aveu ressemblait à une capitulation. Il n'y a eu personne depuis plus d'1 an. Ma vie se résumait à mon travail, à m'occuper de ma mère et à essayer de garder la tête hors de l'eau. L'amour n'était pas vraiment une priorité. Quelque chose de féroce et de possessif a brillé dans ses yeux. Bien, bien, je ris, d'un rire presque hystérique. C'est tout ce que tu as à dire? Je viens de te dire que je suis complètement seul au monde,
à part une mère mourante et un mari qui me traite comme un objet. Et ta réponse est bien. Tu n'es pas seul. Il tendit la main et effleura ma joue avec une tendresse inattendue. Tu m'as moi. Je ne veux pas de toi, murmurai-je, même si mon corps me trahissait en se penchant vers lui. Menteuse. Son pouce effleura ma lèvre inférieure et mon souffle se coupa. Ton corps sait ce que ton esprit refuse d'accepter. Tu le sens aussi. Cette chose entre nous. Cette attraction. Je la sentais. Dieu m'aide. Je la sentais chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Chaque fois que son regard croisait le mien à travers le penthouse. Chaque fois que je sentais son odeur sur les draps que nous n'avions jamais partagés jusqu'à la nuit dernière. Mais ressentir et vouloir étaient deux choses différentes, et je refusais de confondre les deux. Le médecin a dit qu'il aurait les résultats demain. J'ai réussi à me retenir avant de faire quelque chose de stupide, comme l'embrasser. Jusque-là, pouvons-nous simplement faire comme si c'était un mariage normal où le mari n'interroge pas sa femme sur son statut reproductif? La main de Dante retomba. Il n'y a rien de normal chez nous. Emma, plus tôt tu l'accepteras, plus ce sera facile. Il m'a laissé sur la terrasse et je me suis demandé si plus facile n'était pas simplement un autre mot pour briser. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis que j'avais revendiquée comme mienne, je fixais le plafond en essayant de ne pas penser à l'homme qui dormait à une porte de là. Le penthouse était silencieux, à l'exception du craquement occasionnel de l'architecture coûteuse qui se stabilisait, mais mon esprit hurlait de possibilités que je ne voulais pas envisager. Enceinte, impossible, stérile, analyse de sang, demain. Les mots tournaient en rond jusqu'à ce que j'aie envie de crier. Mon téléphone vibra. Je n'arrive pas à dormir non plus. Je fixais le message de Dante, puis le mur qui nous séparait. Comment le savait-il? Arrête de penser si fort, vint un autre message. Tu m'empêches de dormir. Malgré tout, j'ai souri. Tu devrais peut-être essayer de compter les moutons. J'ai essayé. Ils te ressemblent tous. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Cette version de Dante, enjouée, presque vulnérable, me semblait plus dangereuse que le froid seigneur du crime qui m'avait acheté. Va dormir, Emma. Demain, rien ne changera. Mais il avait tort. Le lendemain, tout a changé. Le docteur Rousseau est arrivé à 9 heures pile, l'air neutre et professionnel, ce qui m'a donné des nœuds à l'estomac. Je me suis assise dans le salon, les doigts entrelacés, tandis que Dante se tenait près de la fenêtre, dans sa position habituelle, avec sa vigilance habituelle, sauf qu'aujourd'hui, ses épaules reflétaient une attention que je n'avais jamais remarquée auparavant. Monsieur et Madame Salvatore, a commencé le docteur Rousseau en posant sa maillette sur la table basse. J'ai vos résultats. Le silence s'éternisa, interminable. Je comptais les battements de mon cœur, l'esprit dans l'ébullition. Dante était probablement aussi calme que d'habitude, attendant la confirmation de ce que je savais déjà. Du stress, de l'anémie, de l'épuisement, quelque chose qui pouvait être soigné avec du repos, des vitamines et un peu de temps loin de cette prison dorée. Madame Salvatore, vous êtes enceinte, d'environ 6 à 7 semaines d'après votre taux d'hormones. Le monde bascula sur le côté. C'est impossible, m'entendis-je dire, bien que ma voix semblait lointaine, creuse. Nous n'avons jamais... Il est stérile. Le médecin répondit, les impossibilités médicales sont plus fréquentes que vous ne le pensez. Le ton du docteur Rousseau restait d'un calme exaspérant. La stérilité n'est pas toujours absolue. Parfois, il s'agit simplement d'une infertilité sévère et dans certaines circonstances, a-t-il ajouté délicatement. Je me suis tourné vers Dante, m'attendant à un déni, de la colère, des accusations. Au lieu de cela, il est resté figé, le visage décoloré, fixant le médecin comme s'il avait parlé dans une langue que Dante ne comprenait pas. Vous en êtes certain? La voix de Dante était rauque, à peine maîtrisée. Les analyses sanguines sont concluantes. Félicitations, dit le docteur Rousseau en sortant des documents. Je vais devoir programmer une échographie pour confirmer la viabilité et la date, mais d'après ces chiffres, tout semble en bonne santé. Madame Salvatore, vous devrez commencer immédiatement les soins prénataux. Arrêtez. Je me levai brusquement, les jambes tremblantes. Arrêtez. Cela n'a aucun sens. Nous ne nous sommes jamais touchés. Jamais. Donc, soit ces tests sont faux, soit un souvenir m'a frappé comme un train à grande vitesse, celui de la nuit de noces. J'étais tellement épuisé, tellement vidé émotionnellement par la cérémonie,
le contrat et la réalité de ce que j'avais fait. Dante m'avait donné un verre, du whisky, avait-il dit, pour calmer mes nerfs. Je m'étais réveillé le lendemain matin dans son lit sans aucun souvenir de comment j'étais arrivé là. Mes vêtements étaient froissés, mon corps me faisait mal, ce que j'avais attribué au stress. Tu m'as drogué. L'accusation est tombée entre nous comme une lame de guillotine. Cette première nuit, tu m'as donné quelque chose, puis tu... Non. Dante a franchi la distance en deux enjambées et m'a saisi par les épaules. Emma, non. Je ne ferai jamais ça. Je t'ai donné un sédatif parce que tu étais hystérique, mais je ne t'ai pas touché. Je jure sur la tombe de ma mère que je ne t'ai pas touché. Alors explique-moi comment je suis tombée enceinte. Des larmes coulaient sur mon visage, chaudes et furieuses. Explique-moi comment ton corps stérile m'a mise enceinte, alors que nous n'avons jamais eu de relation sexuelle. Le docteur Rousseau s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Je devrais peut-être vous laisser un peu d'intimité. Non. Dante resserra légèrement son étreinte. Restez. Je veux que vous expliquiez à ma femme comment fonctionne exactement la conception, puisqu'elle semble penser que je suis un menteur. Monsieur Salvatore, expliquez-lui. L'ordre claqua comme un coup de fouet. Le docteur Rousseau soupira et sortit un diagramme médical que je ne voulais absolument pas voir. Madame Salvatore, la conception ne nécessite pas toujours un rapport sexuel complet. Il suffit d'un contact intime, même partiel, même bref. Il n'y en a pas eu, insistai-je, mais le doute s'insinua en moi comme un poison. Y en avait-il eu? La nuit de noces était floue entre le champagne, la panique et la main de Dante qui me stabilisait lorsque je trébuchais, puis plus rien, juste un vide là où auraient dû se trouver mes souvenirs. Emma. La voix de Dante s'adoucit, et d'une certaine manière, c'était pire que sa colère. Regarde-moi. Je l'ai fait, cherchant dans ses yeux sombres un signe de tromperie et ne trouvant qu'une honnêteté brute qui m'a terrifié plus que n'importe quel mensonge. Je n'ai pas couché avec toi, a-t-il dit lentement, chaque mot étant délibéré. Mais je l'ai fait. Je suis resté avec toi. Tu étais bouleversé, tu pleurais, et je t'ai prise dans mes bras. Tu m'as embrassé ou tu as essayé. Tu étais à peine consciente, alors je t'ai arrêté. Mais il y a eu un contact, pas de rapport sexuel, mais il a dégluti avec difficulté. Assez, apparemment. Le souvenir refit surface comme quelque chose qui se noie. La bouche de Dante sur la mienne, mes mains tâtonnant avec sa ceinture, sa voix rauque de désir et de retenue lorsqu'il s'était éloigné. Pas comme ça. Pas quand tu ne t'en souviendras pas. Oh mon Dieu, le bébé est à toi, murmurai-je, la réalité m'écrasant sous son poids. Le bébé est à nous. Ses mains glissèrent de mes épaules pour me caresser le visage. Et cela change tout. Le docteur Rousseau rassembla ses affaires avec une certaine hésitation. Je vais programmer l'échographie pour la semaine prochaine. En attendant, reposez-vous. Prenez vos vitamines et évitez autant que possible le stress. Il s'arrêta à la porte. C'est une bonne nouvelle, Monsieur Salvatore. Je sais que le diagnostic précédent était difficile. Après son départ, le silence envahit l'appartement. Dante se tenait à quelques centimètres de moi, les mains toujours posées sur mon visage, me regardant comme si je venais de lui offrir le monde sur un plateau d'argent. Et peut-être avais-je un enfant, la seule chose qu'on lui avait dit qu'il ne pourrait jamais avoir, qui grandissait en moi. J'ai besoin d'air. Je me suis éloigné de lui. Emma, laisse-moi juste une minute, s'il te plaît. Je me suis enfui sur la terrasse, avalant le vent de novembre, qui avait le goût de la liberté que je n'aurais jamais. Enceinte de l'enfant de Dante Salvatore. L'impossibilité, l'ironie, la pure plaisanterie cosmique de tout cela me donnait envie de rire et de crier à parts égales. Une vie grandissait en moi. Une petite vie impossible qui n'aurait pas dû exister, mais qui existait pourtant. Et je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait pour la cage dans laquelle j'étais entré de mon plein gré. Dante me trouva 20 minutes plus tard, pourtant une couverture et 2 tasses de thé que je n'avais pas demandé, mais dont j'avais désespérément besoin. Tu vas attraper froid, m'a-t-il dit, en posant le cachemire sur mes épaules. J'ai accepté le thé sans un mot, laissant la chaleur imprégner mes doigts gelés. Je sais que tu as peur, a poursuivi Dante en s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. Je sais que cela ne faisait partie des plans d'aucun de nous deux. Mais Emma, j'étais sincère, cela change tout. Comment? Je me suis tourné vers lui. En quoi cela change-t-il quoi que ce soit? Je suis toujours prisonnière d'un mariage que je ne voulais pas. Tu me possèdes toujours. La seule différence, c'est que maintenant je porte ton enfant.
ce qui me rend encore plus prisonnière. Une douleur brute et inattendue traversa son visage. C'est vraiment ce que tu penses? Que je te considère comme une prisonnière? Que suis-je censé penser d'autre? Tu m'as acheté, Dante, la vie de ma mère contre la mienne. Ce n'est pas un mariage. C'est une propriété avec des papiers officiels. Il posa sa tasse de thé avec un soin délibéré. Et lorsqu'il me regarda à nouveau, quelque chose de féroce brûlait dans ses yeux. Tu veux savoir pourquoi je t'ai vraiment épousé? Pourquoi toi? Parmi toutes les femmes qui auraient sauté sur l'occasion d'être Madame Salvatore, tu as dit que j'étais honnête. Que je ne te voulais pas, c'est en partie vrai. Il s'est approché, me coinçant contre la balustrade sans me toucher. Mais la vérité, c'est que je t'observais depuis des mois, Emma. Avant même que ta mère ne tombe malade, avant même que je ne t'approche avec le contrat. J'ai glissé le long de la balustrade. Quoi? Tu travaillais tous les soirs dans cette supérette, par tranche de 12 heures, tu étudiais pendant tes pauses, tu économisais chaque centime pour payer des frais de scolarité que tu ne pourrais jamais te permettre. Et tous les vendredis, tu achetais des fleurs, des œillets bon marché au supermarché, et tu les apportais à ta mère, dit-il en levant la main pour écarter une mèche de cheveux de mon visage. Tu étais si fatigué que tu pouvais à peine tenir debout, mais tu t'asseyais près de ton lit et tu lui faisais la lecture. Shakespeare, Dickinson, Whitman, des poèmes qu'elle ne comprenait probablement plus, mais tu lui lisais quand même. Les larmes me brûlaient les yeux. Tu n'avais pas le droit de me regarder. Je n'avais pas le droit de te désirer non plus, mais je l'ai fait. Je le fais. Son pouce a tracé le contour de ma pommette. Tu étais cette lumière brillante et obstinée dans un monde qui ne m'avait jamais montré que l'obscurité. Et quand j'ai appris l'existence du traitement expérimental, quand j'ai vu les factures s'accumuler et la défaite dans tes yeux, je n'ai pas pu m'en aller. Alors, tu as joué les sauveurs. L'amertume m'a envahi la langue. Quelle noblesse! J'ai joué le monstre. Son sourire était dépréciatif, cruel. Je t'ai imposé un choix impossible et j'ai appelé cela de la miséricorde. Je t'ai forcé à un mariage que tu ne voulais pas parce que je suis trop égoïste pour te laisser partir. Il n'y a rien de noble dans ce que j'ai fait, Emma. Mais je ne m'en excuserai pas, car t'avoir ici, portant mon enfant, il a appuyé son front contre le mien, c'est ce qui se rapproche le plus de la rédemption que je puisse obtenir. J'ai retenu mon souffle. De si près, je pouvais voir les reflets dorés dans ses yeux sombres, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée à personne d'autre. Je ne sais pas comment faire ça, murmurai-je. Tout ça en femme, être ta femme, être enceinte, vivre dans ce monde que tu as construit à partir de la violence et de la peur. Alors nous apprendrons ensemble. Ses lèvres effleurèrent ma tempe, légère comme une plume. Je ne sais pas comment être un mari. Je ne sais certainement pas comment être un père. Mais je sais comment protéger ce qui m'appartient. Et Emma, toi et ce bébé, vous êtes à moi maintenant, complètement, irrévocablement. Cette possessivité aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle fit monter une chaleur dans le bas de mon ventre, un désir que je ne pouvais reconnaître sans perdre le peu de fierté qui me restait. Le contrat. Le contrat. Ce mot vulgaire semblait étrange dans sa bouche. Tu penses que j'ai besoin d'un bout de papier pour te garder ici? Tu es enceinte de mon enfant. Le premier enfant que j'ai jamais pensé avoir? Rien ni personne ne me l'enlèvera. Et ce que je veux, moi? Ses yeux cherchaient les miens. Que veux-tu, Emma? La question flottait entre nous, chargée d'implications que je n'étais pas prête à explorer. Que voulais-je? La liberté semblait désormais être un fantasme, entaché par la vie qui grandissait en moi. Mais rester ici, devenir la femme qu'il voulait clairement que je sois, signifiait abandonner les derniers morceaux de moi-même. Je veux que ma mère vive, dis-je finalement. Je veux que ce bébé soit en bonne santé. Et je veux, balbutiai-je, la vérité étant trop dangereuse pour être dite à voix haute. Quoi? Insista Dante, ses mains glissant vers ma taille. Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. N'importe quoi. Toi. Cette pensée me terrifiait. Je te veux, même si je ne devrais pas. Même si te vouloir signifie me perdre moi-même, mais je ne pouvais pas le dire. Pas encore. Peut-être jamais. Je veux rendre visite à ma mère, dis-je à la place. Je ne l'ai pas vue depuis le mariage. Je dois lui parler du bébé. Une sorte de déception passa sur le visage de Dante,
Mais il acquiesça. Je m'en occuperai. Demain, Marco t'y conduira seul. Emma, si tu pensais vraiment ce que tu as dit à propos de me donner ce que je veux, alors donne-moi ça. Un après-midi avec ma mère, juste nous deux. Sans garde, sans surveillance, sans rien qui me rappelle que je suis ta propriété. Je soutenais son regard. S'il te plaît. Une guerre interne se livrait sur son visage. Contrôle contre concession, peur contre confiance. Finalement, il expira lentement. 4 heures, Marco te déposera et viendra te chercher. Tu ne quitteras pas l'enceinte du complexe. Sa main se posa sur mon ventre encore plat, possessif et protecteur. Et tu prends soin de toi et de notre bébé. Ce sont mes conditions. Ce n'était pas la liberté, mais ça s'en rapprochait. D'accord, j'ai accepté. Le pouce de Dante a tracé des cercles sur mon abdomen à travers le tissu de ma chemise, son expression s'adoucissant jusqu'à devenir presque tendre. Un bébé, a-t-il murmuré, comme s'il testait le mot « notre bébé ». La façon dont il a prononcé ce mot, avec émerveillement, avec certitude, a fait bondir mon cœur traître. J'étais dans un sacré pétrin. Allongé dans le lit de ma chambre d'amis, une main sur mon ventre, j'essayais de comprendre l'impossible. Une vie. Un minuscule amas de cellules qui deviendrait une personne, moitié moi, moitié Dante Salvatore, l'homme le plus dangereux que j'avais jamais rencontré. Mon téléphone vibra. « Ça va ?» Je fixai le message de Dante, puis répondis. « Défini. Bien. En vie. En sécurité. Je ne te déteste pas autant que ce matin. » Malgré tout, j'ai souri. Je ne t'ai jamais détesté. Non. Te détester serait plus facile que ce que je vis actuellement. 3 pointes sont apparues, ont disparu, puis sont réapparues. Enfin, je comprends ce que tu ressens. J'ai hésité, les doigts suspendus au-dessus du clavier, puis j'ai écrit « Merci de me laisser voir ma mère demain. Merci de porter mon enfant, de me donner quelque chose que je pensais avoir perdu le droit de désirer. Cette honnêteté brute m'a coupé le souffle. » Cette version de Dante, vulnérable, presque brisée, m'effrayait plus que le seigneur du crime ne l'avait jamais fait. Bonne nuit, Dante. Bonne nuit, Emma. Dormez bien, toutes les deux. Je posais le téléphone et fermais les yeux, une main toujours posée sur mon ventre, comme pour le protéger. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ressentis quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'espoir, mais qui s'en rapprochait. Peut-être pourrions-nous survivre à cela. Peut-être que survivre pourrait devenir quelque chose de plus. L'établissement de soins sentait l'antiseptique et les rêves mourants. Une odeur que j'avais fini par associer au lent déclin de ma mère. Marco me déposa à l'entrée avec un regard d'avertissement qui en disait plus long que les mots. 4 heures. Ne le fais pas, venir te chercher. J'acquiesçais, serrant les fleurs que j'avais achetées. De vraies roses cette fois, d'un rouge profond et obscènement cher. Achetées avec la carte noire de Dante, car il ne restait plus que 47 $ sur mon compte. L'ironie ne m'échappa pas. Maman était assise dans la lumière du soleil qui peignait son corps fragile de nuances dorées qui la faisaient paraître presque en bonne santé. Presque. Mais le fauteuil roulant disait la vérité, tout comme le tube à oxygène qui serpentait sous son nez et la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'elle tendait la main vers moi. « Emma !» Sa voix se brisa sous le coup de l'émotion. « Oh, ma chérie, regarde-toi. » Je m'agenouillais à côté de son fauteuil, enfouissant mon visage contre son épaule, comme je le faisais quand j'étais enfant, et je me laissais aller à pleurer. Pas les larmes prudentes et contrôlées que j'avais versées dans le penthouse, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient de quelque part, primitifs et désespérés. Chut, ma chérie, je suis là. Ses doigts caressèrent mes cheveux, avec la même douceur qu'elle avait eue quand j'avais 5 ans et que j'avais peur des orages. Dis-moi ce qui ne va pas. Par où commencer? Le mariage forcé, le contrat écrit avec mon sang et sa survie, le mari qui me surveillait comme si je risquais de disparaître s'il clignait des yeux, la grossesse impossible qui grandissait dans moi. Je suis marié. J'ai réussi entre 2 allaitements. Et enceinte, maman est restée immobile, puis a réagi avec prudence. Enceinte. Je me suis reculé, essuyant mes yeux avec le dos de ma main. 6 semaines, le médecin l'a confirmé hier. Mais tu as dit que le mariage était juste pour l'argent, pour mon traitement. Son regard s'est aiguisé malgré le brouillard de la morphine. Emma, qu'as-tu fait? Quoi?
Je devais le faire. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans le petit salon. Tu étais en train de mourir, maman. Un cancer du pancréas de stade 4 avec un pronostic de 6 mois. Le traitement expérimental en Suisse était notre seule chance et il coûtait 3 millions de dollars. 3 millions que je n'aurais jamais pu réunir, même en 10 vies. Alors tu t'es vendu, sans hésiter. Une accusation enveloppée dans le chagrin maternel. Je t'ai sauvé. Je me suis retourné pour lui faire face. Don Salvatore m'a proposé un contrat. Le mariage en échange de ton traitement. Entièrement financé. Les meilleurs médecins du monde. Qu'étais-je censé faire, tes mères? Te laisser mourir parce que j'étais trop fier pour accepter de l'aide. De l'aide? Le rire de maman était amer, douloureux. Ma chérie, les hommes comme Don Salvatore n'aident pas. Ils possèdent, ils consomment, ils prennent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ses yeux se remplirent de larmes. J'aurais préféré mourir plutôt que de te voir te sacrifier pour moi. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Ne dis pas ça. C'est vrai. Tu crois que je ne sais pas qui il est? Ce qu'il est. Elle agrippa les accoudoirs du fauteuil roulant, les jointures blanchies. J'ai suivi l'actualité, Emma. Dante Salvatore, la famille Salvatore, ce ne sont pas seulement de riches hommes d'affaires. Ce sont des criminels, des tueurs. Et tu t'es marié dans ce monde pour sauver une femme mourante qui a vécu sa vie. Tu es ma mère, murmurai-je. Tu es tout ce que j'ai. Et maintenant, tu es enceinte de l'enfant d'un monstre. Le mot monstre s'est logé dans ma poitrine comme une balle, parce qu'elle n'avait pas tort. Dante était dangereux, violent, capable de choses qui m'horrifiaient si je me laissais aller à y penser trop longtemps. Mais c'était aussi l'homme qui m'avait serré dans ses bras pendant que je pleurais, qui m'avait laissé de l'espace quand j'en avais besoin, qui avait touché mon ventre avec une telle révérence que cela m'avait fait mal au cœur. Ce n'est pas un monstre, dis-je doucement. Ou peut-être que si, mais il n'est pas seulement cela, il est compliqué. Le syndrome de Stockholm est également compliqué. Maman me prit la main. Chérie, écoute-moi. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons trouver une autre solution. Je peux arrêter le traitement, utiliser ce qui reste pour payer des avocats, te sortir de ce mariage. Non, je me suis éloigné. Je ne te laisserai pas mourir. Et même si je voulais partir, c'est trop tard. Je porte son enfant. Dante ne me laisserait jamais partir maintenant. Alors nous nous enfuirons cette nuit. Je vais me faire sortir de l'hôpital. Nous disparaîtrons. Maman, arrête. Je me suis agenouillé à nouveau, prenant ses mains tremblantes dans les miennes. Tu peux à peine faire 6 mètres sans oxygène. Où irions-nous exactement? Et même si nous le pouvions, penses-tu vraiment que Dante ne nous retrouverait pas? J'ai pressé sa paume contre mon ventre encore plat. Ce bébé est le sien, le premier enfant qu'il pensait ne jamais pouvoir avoir. Il nous traquerait jusqu'au bout du monde. La défaite s'est installée sur son visage comme un linceul. Donc, tu es piégé. J'ai fait un choix. Ces mots avaient un goût de cendre. Ce n'était peut-être pas un bon choix, mais c'était le mien. Et maintenant, je dois en assumer les conséquences. Nous sommes restés assises en silence, ses mains toujours posées sur mon ventre. Toutes deux, nous contemplions un avenir que nous n'aurions jamais imaginé. Parle-moi de lui, a finalement dit maman. Pas de Dante Salvatore, le baron du crime. De l'homme que tu as épousé, le père de ton enfant. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Que pouvais-je dire? Qu'il me terrifiait et me fascinait à parts égales. Que son toucher me brûlait la peau. Que je rêvais de lui plus souvent que je ne voulais l'admettre. Il est possessif, ai-je commencé prudemment, contrôlant. Il a besoin de savoir où je suis, ce que je fais, avec qui je suis. C'est étouffant. Mais j'ai souri malgré moi. Il est aussi protecteur, parfois d'une douceur qui me surprend. Hier soir, il m'a envoyé un SMS pour me souhaiter bonne nuit. Pas seulement à moi, mais à moi et au bébé. Comme si nous formions désormais une unité. J'ai tracé des motifs sur l'accoudoir de son fauteuil roulant. Il m'observe quand il pense que je ne le vois pas. Pas d'une manière effrayante, mais comme s'il essayait de me mémoriser. Comme si je risquais de disparaître. L'aimez-vous? La question m'a coupé le souffle. Je le connais à peine, ce n'est pas que j'ai demandé. Est-ce que j'aimais Dante? Le mot amour semblait trop simple pour décrire ce qui se passait entre nous. Le désir et la peur, le ressentiment et l'attirance. L'attraction gravitationnelle de deux personnes blessées
qui tournent l'une autour de l'autre comme des étoiles binaires. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ressens quelque chose et cela me terrifie. Maman m'a serré la main. Alors fais attention, ma chérie. Les hommes comme lui n'aiment pas. Ils sont obsédés. Et l'obsession détruit tout ce qu'elle touche. Les 3 heures passèrent trop vite. Nous parlâmes de tout et de rien. La date prévue pour l'accouchement, les prénoms potentiels, l'efficacité du traitement, des choses miraculeusement banales qui semblaient sacrées compte tenu des circonstances. Lorsque Marco m'envoya un SMS pour me dire qu'il serait là dans un quart d'heure, la panique me saisit. Je n'étais pas prête à quitter cette boule de normalité pour retourner dans la cage dorée et retrouver l'homme compliqué qui m'y attendait. Je reviendrai bientôt, ai-je promis en embrassant le front de ma mère, et j'apporterai des photos de l'échographie. Emma, elle m'a attrapé le poignet alors que je m'apprêtais à partir. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses, plus forte que lui. Ne le laisse pas te briser. J'ai acquiescé, ne faisant pas confiance à ma voix, et je me suis enfui avant que les larmes ne recommencent à couler. Marco attendait près du SUV, le regard indéchiffrable derrière ses lunettes de soleil de marque. Le trajet du retour s'est déroulé en silence, dans une tension si épaisse qu'on aurait pu l'étouffer. J'ai regardé la ville défiler, floue, sentant les murs se refermer sur moi à chaque kilomètre. Mon téléphone a vibré. Comment s'est passée ta visite, Dante? Bien sûr, il avait regardé l'horloge, comptant les minutes jusqu'à mon retour. Bien. Maman va bien. Le traitement fonctionne. Et toi? Comment te sens-tu? L'inquiétude sincère dans ses mots m'a serré la poitrine, fatiguée, émotive, enceinte. Marco sera là dans 10 minutes. J'ai quelque chose pour toi. La curiosité l'emporta sur la fatigue. Quel genre de choses, tu verras. L'appartement me sembla différent lorsque j'y entrais, plus chaleureux, en quelque sorte, plus habité. Dante se tenait dans le salon, les mains dans les poches, l'air presque nerveux, ce qui semblait impossible pour un homme qui dirigeait des empires. « Ferme les yeux, dit-il. Dante, fais-moi confiance, s'il te plaît. » Je n'aurais pas dû. Mon instinct de survie me criait de ne pas montrer ma vulnérabilité à un prédateur. Mais j'ai quand même fermé les yeux, sentant sa main prendre la mienne, chaude et cailleuse, tandis qu'il me guidait à travers le penthouse. « C'est bon, murmura-t-il, ouvre les yeux. » La chambre d'amis que je considérais comme mon sanctuaire avait été transformée. Le mobilier d'entreprise fade avait disparu, remplacé par des meubles qui semblaient anciens, sculptés à la main, magnifiques. Les murs étaient désormais d'un vert sauge doux, et là où il n'y avait rien auparavant, des œuvres d'art originales étaient accrochées, non pas des pièces modernistes abstraites, mais des paysages et des portraits qui semblaient chaleureux, humains. Mais c'est le coin qui m'a coupé le souffle. Une chaise à bascule était placée près de la fenêtre, recouverte d'un tissu crème. À côté se trouvait une bibliothèque déjà remplie de livres pour enfants, de contes de fées classiques, d'albums illustrés modernes, certains en anglais, d'autres en italien. Et contre le mur du fond, un berceau, murmurai-je. Je sais qu'il est trop tôt. La voix de Dante retentit derrière moi, incertaine comme je ne l'avais jamais entendue. Le bébé n'en aura pas besoin avant plusieurs mois, mais je l'ai vu et j'ai pensé qu'il... Et quand je me suis retourné, son expression était presque vulnérable. Je voulais que tu saches que c'est réel pour moi, que je m'engage envers toi, envers notre famille, notre famille. Ces mots auraient dû me sembler comme des chaînes qui se resserraient. Au lieu de cela, ils m'ont semblé être une bouée de sauvetage. Tu as fait ça aujourd'hui pendant que j'étais parti. J'ai eu de l'aide, une décoratrice d'intérieur spécialisée dans les chambres d'enfants, apparemment. Sa bouche s'est crispée. Elle m'a assuré que tout était sans danger pour les bébés, non toxiques et adaptés à leur développement. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais elle semblait très confiante. Un rire a jailli, inattendu et sincère. C'est magnifique. Vraiment, tu peux changer tout ce que tu veux. Les couleurs, les meubles, tout ce que tu veux. C'est ton espace, Emma. Le tien et celui des bébés. Il s'est approché, posant ses mains sur le bas de mon dos. Je veux que tu te sentes chez toi ici. Ce n'est pas ma maison. Les mots sont sortis automatiquement, sur la défensive. Ça pourrait l'être. Son pouce a tracé des cercles sur ma chemise. Si tu le laisses faire, si tu me le permets. Il s'est arrêté, la mâchoire crispée. Je ne suis pas doué pour ça. Les sentiments, la vulnérabilité,
demander au lieu de prendre. Mais j'essaie, Emma, pour toi, pour notre enfant. Je me suis retourné dans ses bras, inclinant la tête en arrière pour croiser son regard. De si près, je pouvais voir la peur qui se cachait sous son contrôle, l'espoir désespéré qu'il essayait de masquer par des ordres et la possession. Pourquoi est-ce si important pour toi? Ai-je demandé au bébé. Oui, je comprends. C'est quelque chose que tu pensais ne jamais avoir. Mais moi, pourquoi te soucies-tu de savoir si je me sens chez moi ici? La main de Dante se leva pour caresser mon visage. Son toucher était d'une douceur poignante. Parce qu'à un moment donné, entre te regarder lire de la poésie à ta mère mourante et te porter jusqu'à ton lit, après que tu t'es évanoui dans mes bras, j'ai cessé de te voir comme un moyen d'arriver à mes fins. Son front se pressa contre le mien. Tu es devenue la fin en soi, Emma. La chose que je désire le plus et qui me terrifie plus que n'importe quelle balle ou lame ne l'a jamais fait. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Dante, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ses lèvres effleurèrent ma tempe. Je sais que tu ne ressens pas la même chose. Comment le pourrais-tu? Je t'ai acheté, piégé, j'ai transformé ta vie en cage. Mais peut-être qu'un jour, dit-il en s'écartant, ses yeux sombres cherchant les miens. Peut-être qu'un jour, tu me verras comme plus que ton ravisseur. Le baiser eut lieu avant que je puisse y réfléchir à deux fois. Ma bouche trouva la sienne, mes mains s'agrippèrent à sa chemise, le tirant vers moi alors même que toutes mes pensées rationnelles me criaient de m'enfuir. Il avait le goût du whisky et du désir. Et quand ses bras m'enlacèrent, je me sentis à la fois piégé et libre. Emma, gémit-il contre mes lèvres, nous ne devrions pas. Tu as besoin de repos. Tais-toi, murmurai-je en l'embrassant à nouveau. Cette fois, il ne se retint pas. Sa bouche s'empara de la mienne avec une intensité dévastatrice. Une main s'en mêla dans mes cheveux, tandis que l'autre se pressait contre le bas de mon dos, me moulant contre lui. Une chaleur envahit le bas de mon ventre. Le désir se mêlait à quelque chose de plus dangereux, de plus permanent. Lorsque nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, Dante me regarda comme si je venais de réécrire tout son univers. C'est là qu'il commença à commettre une erreur. Je finis par reculer. Les hormones. Les hormones de grossesse me rendaient folle. Emma, j'ai besoin de m'allonger. Je me suis enfui vers la chambre, loin de son regard entendu et de mon cœur traître. Merci pour la chambre d'enfant. Elle est parfaite. J'ai fermé la porte avant qu'il puisse répondre, m'appuyant contre elle, les doigts touchant mes lèvres encore picotantes. Qu'est-ce que je faisais? Embrasser l'homme qui me possédait, me laisser le désirer, prétendre que cela pouvait être autre chose qu'une prison magnifiquement décorée. Mais bon sang, pendant un instant, cela avait semblé réel. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Bloc 5. Le rendez-vous pour l'échographie est arrivé trop vite, m'apportant une nervosité qui faisait trembler mes mains pendant que je m'habillais. Dante était différent depuis le baiser d'il y a 3 jours. Plus attentif, plus présent, me touchant constamment de petites façons qui semblaient à la fois possessives et tendres. Une main dans le bas de mon dos, ses doigts effleurant les miens lorsqu'il me passait le café, ses paumes se posant sur mon ventre chaque fois que nous étions assis ensemble. Cela me rendait folle. Prête? Demanda-t-il depuis l'embrasure de la porte, incroyablement beau dans son pantalon gris anthracite et son pull noir qui soulignait ses épaules musclées. J'acquiesçais, ne faisant pas confiance à ma voix. L'établissement médical était exclusif, privé, le genre d'endroit où les célébrités et les criminels recevaient des soins, loin des regards indiscrets. Le docteur Rousseau nous accueillit dans une salle d'examen décorée de manière à paraître moins clinique. Éclairage tamisé, fauteuil confortable, œuvre d'art abstrait qui coûtait probablement plus cher que mes études. Madame Salvatore, Monsieur Salvatore, il nous serra la main. Vous êtes impatient de voir votre bébé aujourd'hui? Dante serra ma main plus fort. Je m'allongeais sur la table d'examen, le cœur battant à toute rompre, tandis que le docteur Rousseau préparait l'échographe. Dante se tenait à côté de moi, une main agrippant la mienne, l'autre posée protectrice près de mon épaule, comme s'il était prêt à me protéger de tout ce qui allait suivre. Ça va être froid, m'avertit le docteur Rousseau en étalant du gel sur mon abdomen. La sonde a été appuyée contre ma peau, et soudain, le moniteur s'est rempli d'images granuleuses en noir et blanc qui ne signifiaient rien pour mon œil inexpérimenté. Le docteur Rousseau a déplacé la sonde lentement, méthodiquement, l'air concentré. Là,
a-t-il dit en pointant du doigt une petite tache en forme de haricot sur l'écran. C'est votre bébé. J'ai retenu mon souffle. Cette petite chose à peine visible, incroyablement fragile, était une vie. Notre vie, moitié moi, moitié Dante. Déjà réelle d'une manière que je ne pouvais comprendre. Et là, le docteur Rousseau a appuyé sur un bouton et soudain, un son a rempli la pièce. Un sifflement rapide comme des chevaux au galop ou des vagues qui se brisent, rythmés et puissants. Le battement du cœur, a expliqué le docteur Rousseau, 162 battements par minute. Parfait. J'ai senti Dante devenir complètement immobile à côté de moi. Quand je me suis tourné vers lui, des larmes coulèrent sur son visage, silencieuses, sans retenue, brutes d'une émotion que je ne lui avais jamais vu exprimer. C'est notre bébé. Sa voix s'est brisée sur ces mots. C'est vraiment votre bébé. Le docteur Rousseau a confirmé en souriant. Tout se passe comme prévu pour cette semaine. Tout semble en bonne santé. La main de Dante a trouvé mon ventre, appuyant doucement comme s'il pouvait sentir la vie qui grandissait là, à travers la peau et les muscles. Il est si petit, mais si puissant, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Écoutez ce battement de cœur. Nous sommes restés ainsi, figés dans un moment de parfaite vulnérabilité. Alors que les battements du cœur de notre bébé remplissaient la pièce comme une promesse que ni l'un ni l'autre ne savait comment tenir, le docteur Rousseau a imprimé plusieurs images, ignorant avec tact notre effondrement émotionnel, et nous a donné des instructions sur les soins prénataux, l'alimentation et ce à quoi nous devions nous attendre dans les semaines à venir. Je l'entendais à peine. Toute mon attention était concentrée sur l'homme à côté de moi, le regardant se transformer de seigneur du crime en père sous mes yeux. Dans le SUV, Dante tenait les images de l'échographie comme si elle risquait de se désintégrer. Je n'aurais jamais pensé. Il s'est éclairci la gorge. Les médecins étaient si sûrs. Aucune chance. Ils ont dit que mon corps ne pouvait pas. Il a pressé son poing contre sa bouche, les épaules tremblantes. Je me suis penché pour prendre sa main libre. Mais ça a marché. Nous avons réussi. Et maintenant, nous avons cette chose impossible et parfaite. Il s'est tourné vers moi, les yeux rougis mais brillants d'intensité. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Emma. Ce bébé, notre bébé, change tout. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Pour ce que signifie ce mariage. L'angoisse m'a parcouru l'échine. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne te laisserai jamais partir. Sa main a pris mon visage dans une tendresse bouleversante. Je sais que le contrat stipulait 3 ans. Je sais que tu comptais les jours jusqu'à ta liberté. Mais Emma, je déchire ce contrat. Tu es à moi maintenant, pour toujours, irrévocablement, la mère de mon enfant, et je brûlerai cette ville avant de te laisser partir. J'aurais dû être terrifié, j'aurais dû reconnaître que la porte de la cage se refermait, que la dernière issue s'évanouissait. Au lieu de cela, mon cœur traître bondit avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à un soulagement. Tu ne peux pas simplement. Je peux. Je le fais. Il se pencha vers moi, son souffle chaud contre mes lèvres. Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi. Ce truc entre nous. Dis-moi que ces baisers ne signifient rien. Que tu ne penses pas à moi comme je pense à toi constamment, obsessionnellement, jusqu'à en devenir folle. Dante, dis-moi, exigea-t-il, et j'essaierai de te laisser partir quand les 3 ans seront écoulés. Mène-moi de manière suffisamment convaincante, et j'honorerai le contrat initial. J'ouvris la bouche, le mensonge près sur ma langue. Je ne veux pas de toi, je ne te voudrais jamais. Laisse-moi partir. Mais les mots ne sortirent pas, car ils n'étaient pas vrais. Quelque part entre le mariage forcé et la grossesse impossible, entre sa vulnérabilité et sa violence, j'avais commencé à tomber amoureuse de Dante Salvatore. Peut-être avais-je commencé à tomber amoureuse dès la première nuit, lorsqu'il s'était retenu de prendre ce que je lui avais offert dans mon état secondu à la drogue. Peut-être que j'étais tombée amoureuse depuis qu'il avait organisé le traitement de ma mère sans rien demander en échange, sauf ma présence. Ou peut-être que j'étais tombée amoureuse depuis le moment où je l'avais vu pleurer en entendant les battements du cœur de notre bébé. Je ne peux pas, murmurai-je. Je ne peux pas te dire ça. Le triomphe et la tendresse se disputaient dans son expression. Alors dis ce que tu peux. Donne-moi quelque chose, Emma. N'importe quoi. J'ai peur. Cette confession jaillit du plus profond de moi. J'ai peur de te désirer, d'avoir besoin de toi, que cela devienne réel. Parce que si je me laisse t'aimer, Dante, si je laisse ces murs s'écrouler et que tu me détruis quand même. Je secouai la tête.
je ne survivrai pas. Alors je ferai en sorte que tu n'aies jamais à le faire. Son front se pressa contre le mien. Je passerai chaque jour à te prouver que tu peux me faire confiance, que je te protégerai, que toi et notre bébé êtes les choses les plus importantes dans mon monde. Tu es un criminel, lui rappelai-je, même si mes mains serraient en son pull. Tu fais du mal aux gens, tu tues des gens. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un capable de cela? Parce que je suis un monstre pour le reste du monde. Son pouce effleura ma lèvre inférieure. Il s'incline à tes pieds, Emma. Tu as apprivoisé quelque chose que je ne pensais pas pouvoir être apprivoisé. Le baiser était inévitable, désespéré et possessif, sa bouche sur la mienne comme s'il essayait de me marquer de l'intérieur. Je l'ai embrassé avec la même ferveur. Des mois de déni et de désir se sont déversés dans cette connexion. Monsieur Salvatore, la voix de Marco a grésillé dans l'interphone. Oh, on nous suit. Dante s'est immédiatement retiré, son expression passant de tendre à meurtrière en un clin d'œil. Combien de véhicules? 2. Des berlines noires aux vitres teintées. Ils nous ont pris en charge à la sortie de l'établissement médical. Ah, mon sang se glaça. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un est au courant pour le bébé. La main de Dante se posa sur sa hanche, où je savais qu'il gardait une arme, et ils sont soit très courageux, soit très stupides. Il appuya sur l'interphone. Semons-les. Prenez la route qui traverse le quartier des entrepôts. Bien reçu. Le SUV a accéléré et je me suis agrippé à l'accoudoir tandis que Marco se faufilait dans la circulation avec une précision experte. Dante m'a tiré contre lui, son corps formant un bouclier entre moi et la vitre. Qui nous suivrait? Ai-je demandé, la voix tremblante. Des rivaux, des ennemis? Fais ton choix. Je m'en suis fait beaucoup au fil des ans. Il a serré les mâchoires. Mais ils ont commis une erreur en te prenant pour cible. En prenant notre bébé pour cible, la violence dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, je me sentais protégé, en sécurité malgré le danger qui nous poursuivait littéralement dans les rues de la ville. Marco prit un virage serré, puis un autre. Les véhicules qui nous poursuivaient se laissèrent distancer, mais ne disparurent pas. Mon cœur battait à toute rompre, et je posai une main sur mon ventre pour le protéger. Tout va bien, murmura Dante en déposant un baiser sur ma tempe. Je vous tiens, tous les deux. Le quartier des entrepôts se profilait devant nous, avec ses bâtiments abandonnés et ses terrains vagues, parfaits pour s'échapper ou tendre une embuscade. Marco a navigué dans le labyrinthe de rues avec une habileté experte, avant de finalement s'engager dans un garage situé sous l'une des propriétés de Dante. La porte métallique s'est refermée derrière nous, nous plongeant dans l'obscurité avant que l'éclairage de secours ne s'allume. « Reste ici », m'a ordonné Dante, mais j'ai attrapé son bras. « Ne me laisse pas. » Quelque chose dans ma voix, la peur, le besoin, la vulnérabilité l'a fait hésiter. « Emma, ne me laisse pas seul. Pas maintenant. » Il m'a tiré hors du SUV, me gardant collé contre lui tandis que Marco et 2 autres hommes armés que je n'avais pas remarqués émergeaient de l'ombre. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, vérifiant les sorties, sécurisant le périmètre. « Tout est clair, patron », a rapporté l'un d'eux. Dante a hoché la tête, mais son bras est resté enroulé autour de moi. Doublez la sécurité au penthouse. Je veux des yeux sur chaque entrée, chaque rue dans un rayon de 3 pâtés de maisons et découvrez qui était dans ces berlines. Marco s'en occupe déjà, lui assura Marco. Le trajet en ascenseur jusqu'au penthouse me parut interminable, la tension émanant de Dante par vagues. Dès que nous fûmes à l'intérieur, il me guida vers le canapé, s'agenouillant devant moi pour vérifier si je n'avais pas de blessure, ce qui n'était pas le cas. « Je vais bien », insistai-je. « Tout va bien cette fois-ci. » Ses mains tremblaient tandis qu'elles encadraient mon visage. « Mais Emma, tu dois comprendre que maintenant que les gens sont au courant pour le bébé, tu es une cible. La femme de Dante Salvatore, enceinte de son héritier. Cela fait de toi la personne la plus précieuse de la ville. Tous mes ennemis te verront comme un moyen de pression. La réalité de la situation dans laquelle je m'étais fourré m'a frappé comme une vague. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte, on renforce la sécurité. On limite les sorties. Marco sera avec toi tout le temps quand je ne peux pas être là. Son pouce a tracé ma pommette et tu as appris à tirer. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne serai pas toujours là pour te protéger, alors tu apprendras à te protéger toi-même et notre bébé. Son expression était impassible. À partir de demain, tu t'entraînes avec mon équipe de sécurité.
Autodéfense de base, armes à feu, conscience situationnelle, non négociable. Une partie de moi voulait discuter, insister que c'était fou. Mais la partie rationnelle, celle qui avait senti ses véhicules nous suivre, qui comprenait ce que signifiait vraiment le monde de Dante, savait qu'il avait raison. D'accord, j'ai accepté, j'apprendrai. Le soulagement a envahi son visage. Merci. Nous sommes restés assis en silence à réfléchir à cette journée. La joie de voir le cœur de notre bébé battre, la terreur d'être pourchassé, la réalité que nos vies avaient fondamentalement changé d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Je suis désolé, a finalement dit Dante, de t'avoir entraîné dans ce monde, de t'avoir mis en danger. Tu m'as donné le choix, lui ai-je rappelé. Peut-être pas un choix équitable, mais un choix quand même. La vie de ma mère ou ma liberté. J'ai choisi ma mère. J'ai choisi cela. Ma main recouvrit la sienne, posée sur mon genou, et je choisis d'aller jusqu'au bout. Pour notre bébé, pour... J'hésitais. Pour nous. Nous, répéta-t-il, comme si ce mot était sacré. J'aime ça. Ne t'y habitue pas. Je me réserve toujours le droit de te détester les mardis. Son rire était surpris. Sincère, seulement les mardis, je me sens généreux. Il m'a prise dans ses bras et je me suis laissé aller à sa chaleur, à sa force, à la promesse de protection. Même si cette protection s'accompagnait de violence. Je t'aime, m'a-t-il murmuré dans les cheveux. Je sais que c'est trop tôt, trop rapide, trop compliqué, mais Emma, je t'aime. Je crois que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu acheter ces fleurs bon marché pour ta mère. Épuisée, mais essayant toujours de rester forte. J'en ai eu le souffle coupé. 3 mots que je ne m'attendais pas à entendre de sa bouche, chargés d'un sens que je n'étais pas prête à déballer. Tu n'as pas besoin de me répondre, a-t-il poursuivi. Je voulais juste que tu saches que quoi qu'il arrive, quelle que soit la fin, tu dois savoir que tu es aimé complètement, irrévocablement. Des larmes coulaient sur mon visage parce qu'il avait utilisé les mêmes mots pour décrire sa possession, son droit sur moi. Mais maintenant, ils avaient une signification différente, quelque chose de réel. Je ne sais pas encore si je t'aime, ai-je admis, mais je ressens quelque chose d'énorme, de terrifiant et d'impossible à ignorer. Je me suis reculé pour croiser son regard. Et peut-être que cela suffit pour l'instant. C'est plus que suffisant. Il m'a embrassé doucement, avec révérence, comme si j'étais quelque chose de précieux plutôt que quelque chose d'acheté. C'est tout. 6 mois plus tard, je me tenais dans la chambre d'enfant que nous avions aménagée ensemble, une main posée sur mon ventre gonflé, tandis que notre fille donnait des coups de pied avec enthousiasme. La pièce était passée de la surprise initiale de Dante à quelque chose que nous avions créé ensemble. Des tons doux de jaune et de gris, des fresques peintes à la main représentant la campagne italienne, des meubles que nous avions choisis ensemble lors de rares après-midi où son monde le lui permettait. Ma mère était venue nous rendre visite la semaine dernière. Marchant sans oxygène pour la première fois depuis 2 ans, le traitement expérimental ayant fait un miracle auquel aucun d'entre nous ne s'attendait. Elle m'avait pris les mains et m'avait dit que j'avais l'air heureuse. Et le plus effrayant, c'est que je l'étais. Dante est entré dans la chambre d'enfant, s'est approché derrière moi pour enrouler ses bras autour de mon ventre arrondi et lui a reparlé. Elle est très bavarde aujourd'hui. Je me suis appuyé contre sa poitrine. Je crois qu'elle a hérité de ton côté têtu. Pauvre enfant. Il a déposé un baiser sur mon cou, condamné dès le départ. Nous nous étions remariés 3 mois plus tôt. Une vraie cérémonie cette fois, en présence de ma mère, avec des vœux sincères. Le contrat original était rangé dans un coffre-fort quelque part, déchiré en morceaux, mais conservé en souvenir de nos débuts. Je m'entraînais toujours avec Marco 2 fois par semaine, même si mon ventre grandissant rendait certaines manœuvres impossibles. Je pouvais tirer, me battre, me protéger et protéger notre fille en cas de besoin. Les ombres du monde de Dante n'avaient pas disparu, mais j'avais appris à les naviguer pour trouver la lumière dans l'obscurité. « J'ai quelque chose pour toi », dit Dante en sortant d'une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague, pas le diamant ostentatoire de notre mariage contractuel, mais quelque chose de simple, d'élégant, de beau, un saphir entouré de petits diamants sertis dans du platine. Elle appartenait à ma mère, m'expliqua-t-il. C'était la seule chose de valeur qu'elle possédait. Je veux que tu l'aies.
pour te rappeler que l'amour peut exister même dans les endroits les plus sombres. Je le laissai la glisser à mon doigt, à côté de mon alliance, et elle s'ajusta parfaitement. Je t'aime, et je dis. Ces mots étaient enfin faciles à prononcer au lieu d'être terrifiants. Je t'aime, Don Salvatore. Et je te choisis chaque jour, même le mardi. Son baiser était une réponse suffisante, tendre et revendicatif, promesse et possession, tout ce que nous étions devenus en un seul instant. Notre fille donna un nouveau coup de pied, comme pour célébrer le fait que ses parents aient enfin compris ce qui était évident pour tout le monde. Que le mariage forcé était devenu un véritable amour, que la cage était devenue un foyer, que parfois les choses les plus impossibles étaient exactement ce dont nous avions besoin. Prête à la rencontrer dans 3 mois, demanda Dante, sa main rejoignant la mienne sur mon ventre. Terrifié, je l'avoue. Mais prête, nous trouverons ensemble. Il me fit pivoter dans ses bras, ses yeux sombres pleins de cette vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à moi. Tout ensemble. Enseigné, acquiesçai-je. Et pour la première fois depuis le début de ce voyage impossible, j'y croyais.